Bonsoir à toutes et à tous. Marine Le Pen ne ménage pas ses efforts. Elle tente, comme toujours, de gagner ses galons de patronne d'un parti crédible et respectable. Elle fait le ménage dès que l'un de ses petits camarades fait une sortie de route raciste. En attendant, la patronne du Front s'entoure d'experts et promet que la sortie de l'euro ne mettra pas la France à genoux, sans convaincre totalement pour l'instant. La bonne nouvelle pour le FN est venue du gouvernement avec un rapport explosif sur l'intégration. Le débat est relancé. C'est le retour dans l'actualité de ces sujets de prédilection, l'identité et l'immigration. Bastien Hub pour vos questions, vos commentaires à la fin de l'émission. C'est politique, c'est parti. C'était la bonne surprise d'octobre. L'élection du candidat FN à Brignoles, pour Marine Le Pen, tout un symbole, plus qu'une victoire, un signe prémonitoire. Le Front National est d'ores et déjà le premier parti de France. Jamais le FN n'avait été aussi haut dans les sondages depuis qu'à sa tête, le parti a changé de visage. C'est sûr que celui de Marine Le Pen est peut-être plus avenant que celui de son père. C'est aussi la récompense du sérieux, du travail, de la lucidité et du courage. Venez dans mes bras. L'opération dédiabolisation semble porter ses fruits. Prochaine étape dans la stratégie, se débarrasser de l'étiquette d'extrême droite sous peine de poursuite. Extrême droite, ça fait extrémiste de droite. Or, je ne vois rien dans le programme qui est le mien, celui que je porte, d'extrémiste. Mais gare au faux pas, au risque de dérapage, par exemple en évoquant la libération des otages. J'ai trouvé cette extrême réserve étonnante, j'ai trouvé leur habillement étonnant. J'ai ressenti un malaise en voyant ces images. Et même si pour la première fois en 18 mois, la cote de Marine patine, avec François Hollande au plus bas et l'UMP en plein désarroi, la présidente du Front National garde le moral à 100 jours de municipal. Oui, mes chers amis, nous aurons beaucoup d'élus. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Stéphanie Gillon, dans son portrait, disait « Vous gardez le moral ». La dernière fois que vous étiez venue sur ce plateau, vous nous aviez dit « Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus du pouvoir ». On rappelle que le Front National existe depuis le début des années 70, 1972. Pourquoi cette fois-ci ça marcherait? Mais je voudrais vous rappeler quand même que nous ne nous battons pas pour des personnes, nous nous battons pour des idées. Et ces idées, elles avancent dans le cœur et dans l'esprit des Français. Parce qu'ils sont de plus en plus lucides, parce qu'ils se rendent compte, ils jugent, si vous voulez, la politique a été menée depuis 30 ans, ils se rendent compte qu'on va dans le mur, que la politique économique est dans une impasse, que la politique d'immigration, chaque jour, apporte une aggravation de la situation. Et donc, jugeant les différents projets politiques, ils sont de plus en plus nombreux à juger celui du Front National, ça veut dire que... le plus crédible, le plus rassurant et le plus capable de ramener la prospérité, la sécurité. Ça veut dire que l'une des batailles que vous considérez avoir gagnées, c'est celle de la lepénisation des esprits, c'est comme ça qu'on l'avait dit à l'époque. Oui, enfin je ne sais pas ce que ça vous veut dire, la idées lepénisation des esprits. Ce que je sais, madame, c'est que nous sommes battus pour des idées contre vents et marées, contre l'ensemble de la classe politique. Et de plus en plus de Français, sur certains points d'ailleurs, ils sont majoritaires à être d'accord avec nous, et que l'ensemble de la classe politique a plutôt tendance à venir vers nos propositions plutôt que l'inverse. J'en conclus donc que nous avons une capacité d'attraction qui est la conséquence de notre sérieux, de notre compétence, encore une fois de notre lucidité, et c'est vrai que ça peut bouleverser la donne, et notamment lors des prochaines élections européennes. Quelle bataille vous avez gagnée depuis que vous êtes à la tête du Front National, selon vous? Mais je sais, c'est pas depuis que je suis à la tête du Front National. Ce qui est sûr que, par exemple, sur le protectionnisme, une majorité de Français aujourd'hui sont pour un protectionnisme national. C'est tout à fait nouveau et c'est une victoire de notre part. Une majorité de Français sont pour une réduction absolument drastique de l'immigration. Eh bien, nous sommes d'accord avec eux. Et plutôt, ils sont d'accord avec nous car nous avons été les seuls depuis bien longtemps à défendre cela. Une majorité de Français veulent qu'on réaffirme la laïcité. C'est notre programme. Vous considérez que vous avez gagné la bataille des idées? C'est ça que vous voulez dire? Ah, je crois que nous sommes en train de gagner la bataille des idées, oui. Nous sommes en train de gagner ce qui est fondamental, c'est-à-dire l'adhésion des Français à un projet. Est-ce que vous avez gagné, politique. Marine Le Pen, la bataille de la normalisation, de la banalisation?
Incontestablement, dans le peuple considère que le Front National est un mouvement qui ne doit pas être victime d'une mise à l'écart ou d'un traitement différencié des autres. C'est pourtant, il faut bien le dire, encore un peu le cas de la part des élites dominantes de ce pays, qui défendent un système qui, il faut bien dire, leur apporte un certain nombre d'avantages. Et on comprend qu'il soit aussi virulent à tenter de nous empêcher d'arriver au pouvoir. Alors vous dites, vous l'avez dit là, mais vous le dites souvent, c'est pas une affaire de personne en gros. Hein. Vous ne faites pas débuter l'histoire du Front National à votre arrivée à la tête du parti. Mais est-ce que vous imaginez le Front National dirigé par une autre personne qu'un Le Pen? Oh bah oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, et ça arrivera peut-être d'ailleurs. Encore une fois, l'important, c'est les idées que nous portons. C'est pas obligatoirement les personnes qui les portent. Maintenant, il y a des élections, il y aura d'ailleurs un prochain congrès au Front National. Il y aura peut-être des candidats qui pourront intervenir dans ce processus démocratique. Vous considérez que le jeu est ouvert? Mais bien entendu, le jeu est ouvert. Vous aurez des concurrents en interne? Je ne sais pas, mais pourquoi pas? Et je l'espère. D'ailleurs, je ne crois pas que le fait de se présenter seul soit obligatoirement la meilleure chose. Mais je ne peux pas non plus forcer des gens à se présenter à la tête du front. Est-ce que vous changerez de nom à cette occasion, à l'occasion du prochain congrès? Ça a été évoqué. Ce serait une façon, au fond, de montrer que le Front National a changé, puisque c'est ce que vous voulez faire à la tête de ce parti depuis votre arrivée. Oui, mais la réalité, c'est que, si vous voulez, il s'avérait qu'un jour le changement de nom soit utile, c'est parce qu'il correspondrait à une réalité politique qui est l'élargissement du Front National bien au-delà de ses bases. Mais il n'y a pas de tabou au Front National. Voilà. Et si un jour ce débat devait être ouvert, il sera ouvert auprès des adhérents à qui, s'il le faut, nous poserons la question de savoir ce qu'ils en pensent. Vous êtes très attaché au label Front National ou pas? Moi, je suis assez attaché au nom Front National. Mais encore une fois, il n'y a pas de tabou dans ce domaine. Quand vous avez dit un Front National élargi, ça veut dire quoi? Élargi à qui? À une UMP recomposée? Ce serait quoi? Non, parce que le Front National, il a vocation à rassembler tous les patriotes de droite ou de gauche. Et d'ailleurs, ce qu'il fait au municipal, c'est assez clair. Il a des candidats qui viennent de la gauche, il a des candidats qui viennent de la droite, et il y a des candidats qui n'ont jamais fait de politique, qui n'ont pas voulu s'engager parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans les partis politiques et qui rejoignent le Front National. C'est vrai que nous sommes la seule force aujourd'hui, il faut bien le dire, attractive de la vie politique française. Donc j'aimerais, moi, vous le savez, imposer la véritable fracture qui est celle entre les mondialistes, c'est-à-dire ceux qui ne croient plus dans la nation, et ceux qui croient et qui défendent la nation. Pour l'instant, c'est vrai qu'on se sent un peu seul du côté de la rive. Je vous ai posé une question tout à l'heure sur quelles sont les batailles que vous avez gagnées, lesquelles il vous reste à mener, très sincèrement, dans les mois qui viennent. Est-ce que vous vous dites qu'il y a des points sur lesquels il y a un plafond de verre, on a du mal? Non, mais il y a encore bien sûr des batailles à mener, pour une raison simple d'ailleurs. C'est que bien souvent, les plateaux sont trustés, par exemple en matière économique, par des experts qui viennent vendre la soupe du système, c'est-à-dire la politique de l'euro qui protège, l'euro qui nous sauve de la crise, etc. Vous allez être ravi parce que vous allez en entendre tout à l'heure des experts. Je suis ravi, moi je suis heureux, j'aime bien, j'adore les voir, c'est toujours les mêmes d'ailleurs. Donc je sais à l'avance ce qu'ils vont dire. Et donc cette bataille-là, elle doit être menée, on doit faire preuve de pédagogie, mais encore une fois, là, même sur ce sujet-là, nous avançons. Allez, à suivre un rapport explosif. Il a été remis au Premier ministre et enterré illico par le Président de la République. Il propose de rompre avec une laïcité orthodoxe et d'aller vers une refondation de la politique d'intégration. Certaines mesures choquent, comme le retour du voile à l'école, ont crispé droite et gauche. Sarah Sisman. C'est un rapport sur le bureau du Premier ministre depuis plusieurs semaines qui fait couler beaucoup d'encre. Ses auteurs invitent à changer radicalement d'approche sur l'intégration en France. Nous ne gagnons rien à prendre une posture souvent apeurée, craintive, archaïque, tournée vers le passé. Parmi les propositions choc, assouplir le principe de laïcité concernant le voile à l'école, créer un délit de harcèlement racial et une cour des comptes de l'égalité. Modifier les programmes scolaires. Les auteurs dénoncent la prédominance de l'homme blanc et hétérosexuel dans l'enseignement de l'histoire, souhaitent y intégrer l'esclavage et valoriser l'enseignement de l'arabe. Pour eux, la France doit assumer la dimension arabe orientale de son identité, de quoi faire bondir à l'UMP. Monsieur le Président de la République, je le dis et je vous le dis avec gravité, je ne vous laisserai pas briser notre pacte républicain pour des basses considérations électoraliste.
colère du Premier ministre. Monsieur Copé est un irresponsable et un menteur. Il va jusqu'à dire que nous voudrions réintroduire les signes religieux à l'école, le voile à l'école. Mais de quoi parle-t-il? Est-ce qu'on a dit ça une fois? Est-ce qu'on a cette intention? Évidemment pas. Une polémique qui s'est propagée jusqu'à l'Élysée. François Hollande n'aurait pas apprécié de ne pas avoir été mis au courant de la mise en ligne du dit rapport. Alors certains à l'UMP y ont vu une forme d'instrumentalisation des thèmes de l'identité, de l'immigration pour servir le Front National. Ils sont terribles à l'UMP, hein. Ils ne savent parler que d'eux-mêmes et défendre leurs propres intérêts électoraux. C'est bien plus ce qui est en jeu dans ce rapport. C'est une vraie vision de la société, mais qui n'est pas si différente de celle portée par l'UMP, parce que moi je n'ai pas la mémoire courte, hein. Moi je me souviens bien quand même que sous Nicolas Sarkozy, il y a eu du communautarisme à tout va. Je me souviens bien que la laïcité n'est pas sortie renforcée du mandat de Nicolas Sarkozy. Hein, je me souviens que Nicolas Sarkozy avait nommé un préfet parce qu'il était musulman, par exemple, ce qui est vraiment là la démonstration d'un communautarisme qui est éminemment contestable. La loi sur le voile à l'école, rappelez-nous, c'est quand ? Oui, non mais je vois pas le rapport. C'était en 2004. Oui, non mais je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Je vous dis que dans toute la politique qui a été menée par l'UMP sous Nicolas Sarkozy, on n'est pas du tout allé dans le bon sens. On était quand même dans cette dérive, dans la logique quand même, quoi qu'on en dise de ce rapport. Ce rapport, c'est la conclusion d'une philosophie qui porte la classe politique française depuis 30 ans et qui vise à substituer le communautarisme, à l'intégrer dans notre République. Je vous rappelle tout de même, permettez-moi quand même de vous rafraîchir la mémoire, c'est Nicolas Sarkozy qui avait demandé à Simone Veil de faire un rapport qu'elle a d'ailleurs refusé de faire sur l'introduction des communautés dans la Constitution française. Vous voyez, donc en fait, ils ont le même objectif. Il s'agit de la disparition... C'est curieux que vous cibliez l'UMP alors que c'est un rapport qui a été remis au Premier ministre. Non mais je vous dis parce que j'entends M. Copé dire « Je ne vous laisserai pas » avec des faux accents de Gaulle. Je voudrais juste lui rappeler qu'ils ont quand même préparé le terrain à ce genre de rapport. Et moi, je n'ai aucune confiance dans l'UMP pour apporter une réponse très ferme à ce type de dérive. Sur le contenu de ce rapport précisément et sur la démarche du Premier ministre. Écoutez, le contenu du rapport, c'est une déclaration de guerre à tout ce qui fait la France. Voilà, c'est clair. C'est une déclaration de guerre à la Constitution française, qui ne serait plus donc une et indivisible. C'est une déclaration de guerre à la République française, c'est une déclaration de guerre à l'histoire de France, c'est une déclaration de guerre à l'identité française, c'est une déclaration de guerre à tout ce qui fait la France. Est-ce que vous considérez qu'en France, il y a un problème d'intégration? Il y a un énorme problème d'intégration. Comment est-ce que vous parlez à cette France-là? Je vais vous donner juste 2-3 éléments que vous connaissez sans doute. Selon l'enquête PISA, on avait le ministre de l'Éducation nationale à votre place la semaine dernière, le système français est plus discriminant pour les enfants issus de l'immigration, comme vous le savez. Selon le HCI, le taux de chômage des descendants d'immigrés qui ont fait leurs études en France, qui sont nés en France à niveau licence, est de 14%, quand il est de 4,6% pour les enfants nés de parents français. Comment est-ce que vous, qui voulez être la présidente de la République française telle qu'elle est, vous parlez à ces Français-là? Bon, alors d'abord, j'arrête l'immigration. Car vous voyez, le problème de l'immigration, c'est que plus on la laisse entrer, plus elle est massive, plus elle est massive, ceux qui sont là, plus elle empêche, écoutez-moi, plus elle est massive, plus elle empêche non pas l'intégration, qui est un concept, moi, que je rejette, c'est un concept anglo-saxon, mais l'assimilation. Il est évident que dans un certain nombre de quartiers, dans des classes où il y a 14 ou 15 nationalités différentes, il est juste impossible d'assimiler ces enfants. Il est d'ailleurs impossible de leur transmettre un savoir qui est un bon niveau, ce qui explique bien souvent notre effondrement dans ce fameux... Alors je pense que vous n'avez pas compris ma question. Je vous parle des Français, donc des Français d'origine immigrée. Dans ce rapport-là, il est même question de ne plus parler de Français d'origine immigrée. Ces Français, ces jeunes Français, première ou seconde génération, qui ont du mal à s'intégrer et qui sont français. Qu'est-ce que vous leur dites? Non mais vous partez d'un postulat, si vous voulez. Il y a deux problèmes. D'abord, il y a des problèmes économiques dans notre pays qui touchent aussi les campagnes, d'accord? J'aimerais quand même vous rappeler, oui, je suis obligé de le dire, parce que je commence à en avoir soupé de voir l'intégralité des émissions de télévision se pencher au chevet des quartiers difficiles, alors que je sais, moi, écoutez-moi, alors que je sais, moi, que les campagnes françaises reçoivent parfois 10 ou 20 fois moins d'aides publiques que n'en reçoivent les quartiers difficiles. On parle du chômage, c'est les Français... Pourquoi vous les opposez
opposés, d'origine je comprends étrangère. pas. Vous voulez être président de la Je ne République les française. Ce oppose sont pas. ces gens-là. C'est vous qui les opposez. Mais non. C'est vous qui me parlez des Français d'origine du tout. étrangère. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. D'accord? Alors, vous voyez, je vais vous répondre. Moi, dans ma vision des choses, il n'y a pas de Français d'origine étrangère. Voilà. Il y a des Français, point. Voilà. Et vous Sauf- avez raison. C'est qu'est-ce que vous leur Voilà. dites à eux? Si on regarde la population française de 25 à Mais 54 ans, madame, il y a 26%. madame, oui, Je finis juste. 26% de la population est soit immigrée, soit descendant direct d'immigrés. À un moment, Jacques Chirac leur avait dit, vous êtes toutes et tous des enfants de la République, des filles et fils de la République. Est-ce que mais il y a ça, aucun oui, c'est problème pas un là-dessus, problème mais pour c'est vous? exactement l'inverse de ce que fait toute la classe politique et médiatique depuis des années. Ça fait des années que vous montrez du doigt ces Français d'origine étrangère, Je vous demande que juste ce vous que vous les leur dites. que vous les glorifiez parce qu'ils sont d'origine étrangère, que vous en faites, que vous les renvoyez d'ailleurs à leurs origines, à leurs spécificités, à la culture de leurs parents ou de leurs grands-parents. Mais ça c'est exactement l'inverse de la République française. Vous leur dites rien en particulier? Mais C'était rien en juste ma particulier. question. Je leur dis, mes compatriotes, qui que vous soyez, moi je vous apporte plus de sécurité pour vous, pour vos enfants, pour vos parents. Moi je vous apporte plus d'emplois en rompant avec la politique économique. Moi je vous apporte une école de meilleure qualité. Mais pour ça, je leur dis, il faut arrêter l'immigration. Car nous ne pouvons plus, nous sommes à un seuil de saturation en matière d'immigration. Sur le plan économique, sur le plan de la société, sur le plan culturel, nous ne pouvons plus accueillir, comme ça a été le cas sous Nicolas Sarkozy ou comme c'est le cas sous François Hollande, 200 000 étrangers légaux par an supplémentaires et probablement autant de clandestins Comment d'ailleurs, est-ce que vous ce faites qui pour fait énormément tarir de monde à loger, à soigner, à qui trouver du travail, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour arrêter totalement l'immigration? On arrête l'immigration, on arrête de donner l'autorisation de séjour à des gens qui entrent sur le territoire et dont on nous explique qu'ils viennent travailler. J'ai vu que l'UMP, dans sa journée, sa énième journée de réflexion sur l'immigration, parce que ils ont proposé un programme. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Oui. D'ailleurs, ils sont merveilleux. Ils proposent le retour de la double peine. Ils oublient de dire que c'est eux qui l'ont supprimé. Je rappelle pour les téléspectateurs que la double peine, soi-disant la double peine, c'était la possibilité pour la France de renvoyer dans leur pays d'origine ceux qui avaient commis des crimes ou des délits graves sur notre territoire. Ça me paraît quand même être la moindre des choses, mais Nicolas Sarkozy voyait autrement. Alors ils reviennent, faire et défaire, c'est toujours travailler. Ils proposent la suppression de l'AME. L'aide médicale d'État. Ah, c'est drôle parce qu'il y a pourtant eu un budget, là, il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale, et ils n'ont pas voté, ils n'ont pas proposé d'amendement de suppression de l'AME. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Et lorsque les députés du Front National ont proposé la suppression de l'AME, il y a quelques mois déjà, eh bien, ils ont refusé. Ils proposent aussi un plafond d'immigration légale. Et ils disent une phrase qui est extraordinaire, ils disent « la mobilité est source d'enrichissement ». C'est drôle comme ces gens n'assument pas leurs idées. Donc, ils veulent de l'immigration économique. Mais nous avons 5 millions de chômeurs officiellement, car il y a des centaines de milliers de Français qui sont radiés des listes du chômage. C'est l'immigration choisie, ne vous n'y cherchent croyez même pas. Au principe de l'immigration choisie. Mais de faire venir les talents de l'étranger. Mais encore faut-il de l'emploi, madame. À partir du moment où on fait entrer des étrangers aujourd'hui en France pour travailler, il est évident qu'on va créer une concurrence artificielle sur le marché du travail entre les Français et les étrangers, et c'est un moyen de peser à la baisse sur les salaires. C'est peut-être pour faire plaisir aux grands patrons que l'UMP fait cette proposition, mais en l'occurrence, il est exactement dans l'axe des socialistes. Il y a une réforme du droit d'asile qui est dans les cartons, puisque Manuel Valls veut s'atteler au droit d'asile. On sait qu'il y a 800 000 demandes par an, 80% de déboutés qui fabriquent de l'immigration illégale. Comment est-ce que vous vous attelez à ce problème-là? D'abord, je fais supprimer des pays qui sont autorisés, dont les nationaux sont autorisés à déposer une demande de droit d'asile, toute une série de pays, et notamment tous les pays européens. L'immense majorité du droit d'asile vient d'où? Il vient du Kosovo, il vient d'Albanie alors qu'on est en train d'envisager de les intégrer dans l'Union européenne. Ça n'a absolument aucun sens. On voit bien que c'est là une filière d'immigration, une énième filière d'immigration. Et effectivement, on sait très bien qu'il suffit d'arriver, de déposer un dossier. On est pris en charge pendant, allez, grosso modo, un an, entre 1 an et 18 mois, intégralement, logé avec l'argent des contribuables. Et puis après, on vous dit non.
eh bien vous restez dans On est la d'accord sur le fait que clandestinité. ça ne marche pas. Manuel Valls est d'accord sur le fait que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut revenir au fondement de l'asile. Voilà. Or, aujourd'hui, l'asile a été dévoyé, détourné de son sens pour pouvoir intégrer de l'aide humanitaire, une sorte de droit d'asile économique, puis un droit d'asile sanitaire. Ce serait quoi les fondements du droit d'asile C'est selon vous? le droit d'asile politique. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous démontrez que, effectivement, vous êtes persécuté à titre personnel par votre gouvernement, dans ces conditions-là, oui, vous pouvez faire une demande de droit d'asile. Quel que soit votre pays d'origine. Ben non. Enfin, écoutez, il y a des pays qui sont des démocraties, considérées par tous comme telles, quoi que vous me direz. Le seul à qui j'aurais accordé le droit d'asile, qui a été refusé sur le plan politique dernièrement, c'était M. Snowden, et pourtant, il était persécuté par les États-Unis. Allez à suivre vos amis les experts. Le programme économique du Front National. Malgré les bons sondages et de nombreux efforts pour intégrer des figures de l'élite, le Front National n'a pas encore totalement gagné la bataille de la crédibilité. Et en période de crise, c'est son programme économique qui est étrayé par les experts. Lise Barcellini, Mathieu Despiau et Guillaume Biron. Parmi les 12 engagements de Marine Le Pen, des promesses pour améliorer le pouvoir d'achat. Exemple, une augmentation de 200 € net pour tous les salaires inférieurs ou égaux à 1 500 €. Une promesse financée par l'instauration d'une taxe sur les biens importés. C'est un engagement qui est une fausse promesse envers les personnes qui sont visées par le programme de Marine Le Pen, puisque même pour les ménages modestes, vous avez sur un panier de consommation, vous avez un produit sur 5 qui est importé. Donc ce qu'on va donner d'un côté à ces personnes, on va leur reprendre de l'autre par l'augmentation des prix des biens qui sont importés. Ces promesses économiques, Marine Le Pen les finance en créant de la monnaie par une sortie de l'euro. Une mesure phare aux effets économiques considérables, hausse des taux d'intérêt et donc explosion du coût de la dette, mais aussi renchérissement immédiat des importations et fuite des capitaux. En termes d'impact sur l'emploi, c'est la disparition au moins d'1 million d'emplois. En termes de richesse nationale, c'est un choc sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'on verrait disparaître entre 30 et 60 milliards d'euros dès l'année d'entrée en vigueur de cette mesure. Une sortie de l'euro qui aurait un autre effet immédiat, une explosion de l'inflation et donc une perte de pouvoir d'achat. Bon, alors ce sujet vous a fait sourire. C'est toujours la sortie de l'euro qui coince. Non, ce qui me fait sourire, c'est que tous ces gens-là, il faut savoir d'où parles-tu, amis, experts. D'où parles-tu? Car l'immense majorité de ces experts sont liés, en règle générale, à des grandes banques. Ah, bien sûr, mon programme, effectivement, va déplaire à un certain nombre de grandes banques, et particulièrement, il faut bien le dire, à la grande finance internationale. Alors, ils dépêchent leurs fameux experts pour dire « Ouh là là, ça va être catastrophique, ça va être pas bien du tout, etc. » Prenons par exemple le premier. Il dit ah oui, mais alors ce qu'on va donner d'un côté, on va le reprendre de l'autre. Évidemment que non. Mais c'est vrai que la mise en place d'une taxe sociale à l'importation a vocation à aider les produits français, à les rendre à nouveau compétitifs. Et pour éviter que justement les classes populaires aient à en supporter le coût, alors cette cotisation va financer l'augmentation de 200 € net, puisque c'est la prise en charge de la part salariale des cotisations sociales. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je comprends bien qu'il y a des... Et je crois qu'il faut que vous le compreniez aussi. Il y a des intérêts qui sont divergents. Il y a l'intérêt du peuple, il y a l'intérêt des PME, des très petites entreprises, des artisans, des commerçants. Et de l'autre côté, il y a l'intérêt des grandes puissances financières, des multinationales, des banques. Ces intérêts sont contradictoires. Moi, j'ai fait mon choix. Et clairement, je le dis, mon choix consiste à ne pas aller aider les multinationales, mais plutôt à aider les PME, les TPE, qui sont elles qui créent de l'emploi. Est-ce que vous reconnaissez, Marine Le Pen, que sur la sortie de l'euro, la partie est difficile? Vous avez du mal à convaincre, y compris les Français, que c'est possible et que ça ne coûterait pas cher et que ça ne mettrait pas la France à genoux? Vous me laisseriez, très honnêtement, autant de temps de parole qu'à tous ces experts stipendiés par les banques sur les plateaux de télé, j'arriverai à convaincre les Français. Ce que je voudrais dire aux Français, c'est qu'il y a maintenant 8 prix Nobel d'économie qui considèrent qu'il faut sortir de l'euro. 8, dont le dernier est le prix Nobel d'économie de 2010, M. Pizarrid, et c'est très intéressant parce que lui, il était pour l'euro et il a changé d'avis. Et il se rend compte aujourd'hui qu'il n'est plus possible de maintenir les pays européens sous le joug de cette monnaie unique qui est en train de tuer l'économie, d'opérer des délocalisations de masse, de créer une perte de compétitivité qui
qu'il est absolument impossible de contrebalancer et qui est à l'origine des politiques d'austérité que subissent les Français. Alors, sur votre programme économique et d'une manière générale sur le programme du Front National, vous êtes entouré d'experts, vous aussi, d'énarques pour la plupart. Alors, il y a Philippe Martel, un ancien de chez Alain Juppé, qui vous a rejoint, c'est ça? Vous faites les gros yeux, non? Oui, non, c'est pas ça, c'est que Philippe Martel n'a pas travaillé sur mon programme économique, mais c'est pas grave. Non, peu importe. En tout cas, vous avez pendant des années vilipendé et stigmatisé une élite qui désormais vous rejoint au Front National. Est-ce que ça, selon vous, c'est un gage de crédibilité? Non, moi, ce que je contestais à l'ENA, c'est l'absence de conviction. Voilà, on fabrique en quelque sorte des futurs dirigeants. Moi, je crois que la politique appartient au peuple. Et d'ailleurs, on voit la manière, le mépris avec lequel on traite les candidats, qui ne sont pas des experts. Hein. On fait comme ça des reportages genre « Ah, il est ridicule, ah, il n'est pas au niveau, etc. » Le peuple français doit se saisir de la politique. Et pourquoi vous avez besoin d'eux, voilà. Alors, il y a des gens qui ont des compétences, il faut les utiliser lorsqu'elles sont utiles. Ce qui est critiquable dans l'ENA, c'est que ce sont eux qui ont fini, en réalité, par diriger le pays à la place de la politique. C'est-à-dire que vous les faites venir à vos côtés, mais vous les tenez à distance. Mais vous savez comment ils sont, les dirigeants, les élèves de l'ENA, dans leur immense majorité. Ils n'ont aucune conviction. Ils sortent de l'ENA, on dit, bon ben voilà, t'as une poche chez les socialistes, bon ben ils prennent le poche chez les socialistes, ils deviennent socialistes. T'as un poste à l'UMP, bon ben je vais à l'UMP, je deviens UMP. Moi, le peu que j'ai, vous voyez, ce sont vraiment des gens de conviction. Ils ont choisi, et ils ont mis d'ailleurs leur carrière entre parenthèses, car à eux on demande de quitter leurs responsabilités, ce qui n'est pas le cas quand on rentre dans d'autres mouvements politiques. Alors, des sujets concrets. Un sujet pour vous, j'ai envie de dire. On parle de Peugeot. Le chinois Dongfeng, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, je vais le prononcer comme ça, est sur les rangs pour investir dans l'entreprise française. On a appris que General Motors avait retiré sa participation de 7%. Vous êtes dans un cas concret. C'est bien, on va pouvoir aller vendre à nouveau nos voitures en Iran si General Motors... Qu'est-ce que vous dites aux Chinois? C'est un cas concret. Sort. Qu'est-ce que vous dites aux Chinois? Vous êtes aux responsabilités. Bienvenue en France, dans une entreprise française. Non, parce que moi, ce que je crains avec les Chinois, si vous voulez, c'est qu'ils ne sont pas dans une démarche, comment dire, de générosité, les Chinois. Hein. Ils viennent parce que c'est leur intérêt. Et le danger, c'est évidemment, d'abord d'aspirer notre savoir-faire. Les Chinois sont très forts pour ça, on ne peut pas leur reprocher. Hein. C'est nous qui leur avons déroulé le tapis rouge. C'est-à-dire qu'en règle générale, ils nous achètent ou ils rentrent dans des entreprises, ils aspirent le savoir-faire et ils vont refaire en Chine exactement la même chose à un coût très inférieur. Donc dans ce cas précis, comment est-ce que vous le traitez? Ça c'est très ennuyeux. Ça c'est très ennuyeux. Donc je préférerais quand même que nous gardions la maîtrise française de notre entreprise. Mais pour cela, il faut prendre des mesures, notamment des mesures pour mettre en œuvre un protectionnisme intelligent. Il faut que nos ministres arrêtent d'aller inaugurer des usines au Maroc, en Algérie, en se félicitant que ces usines délocalisent, alors que évidemment ces usines qui délocalisent vont fabriquer des voitures qui vont venir concurrencer celles qui sont fabriquées en France. Donc dans ce cas précis, vous dites non. Nous sommes dans un système absolument absurde. Voilà. Absurde. Et on a fait la même chose dans toute une série d'entreprises. On se souvient de l'acier, on se souvient de toutes les pertes que nous avons enregistrées, parce que nous nous refusons à faire ce que j'appelle du patriotisme économique. Parce que nous nous refusons à donner, par exemple, un avantage à nos entreprises dans les marchés publics, c'est-à-dire des marchés qui sont payés avec l'argent des contribuables. Pardonnez-moi d'y revenir, Marine Le Pen. C'est un cas très précis, ça concerne de nombreux emplois en France, c'est une entreprise qui est identifiée, une entreprise familiale, Peugeot. Dans ce cas précis, vous dites aux Chinois... Je vous l'ai dit, il faut faire du patriotisme économique et protéger nos entreprises de la concurrence internationale déloyale. Voilà. Et croyez-moi, on s'en portera beaucoup mieux. Et c'est si vrai d'ailleurs que beaucoup de pays dans le monde le font. Les États-Unis font ça. Ils font évidemment du patriotisme économique. Ils avantagent leur propre entreprise. Et nous serions les seuls qui n'aurions pas la possibilité de le faire parce que c'est interdit par le dogme de l'Union européenne. Un mot sur la formation professionnelle. François Hollande a parlé d'un accord majeur. Un chômeur sur 2 au lieu d'un chômeur sur 4 aura accès désormais à cette formation. Tous les salariés auront un compte personnel de formation. Est-ce que vous dites c'est un accord majeur? Mais non, c'est un accord complètement mineur. Pour une raison simple, c'est qu'il ne change strictement rien. Je rappelle quand même aux Français que la formation professionnelle, c'est 32 milliards. Hein, et ce rapport porte sur 6
de ces 32 milliards. Donc c'est totalement mineur. Et puis surtout, ça ne change rien aux équilibres qui sont ceux de la formation professionnelle et qui sont éminemment décriés. Je vous rappelle quand même le rapport Perruchot qui a été enterré en 2011 et qui dénonçait le fonctionnement de la gestion paritaire. Qu'est-ce qu'il faudrait changer concrètement? Mais il faudrait des mesures d'économie drastiques sur les frais de fonctionnement internes des partenaires sociaux. Il faudrait un contrôle accru de l'État sur les sommes qui sont allouées. Il faudrait une publication du financement des syndicats notamment et des organismes paritaires. Oui, il y a une suspicion claire et il y a des dérives graves et répétées de la gestion paritaire auxquelles personne n'apporte de réponse parce qu'en réalité ce sont leurs petits copains. Bon, il faudrait redistribuer, que l'argent ainsi collecté soit redistribué à 100% pour les salariés qui bénéficieraient d'une formation. Il n'y a aucune raison pour que cet argent soit perdu, comment dire, dans le circuit pour aller et je ne sais pas, financer comme ça des organismes qui s'en mettent plein la lampe. Il faut un contrôle réel de la réalité des formations et de la réalité des organismes. Ça fait des années que nous le disons. Or, aujourd'hui, eh bien, ce sont toujours les PME qui, en réalité, voient peser sur elles le poids de cette formation sans qu'aucun contrôle ne soit effectué sur Alors là, elle. il va bénéficier davantage aux TPE. Oui, mais ça c'est ce qu'on dit pour faire passer la pilule. La réalité c'est que les PME vont continuer à avoir d'ailleurs 163 taxes pesées sur elles et qu'on est encore le pays où il y a une obligation de cotisation pour les PME, les professions libérales. Ça n'existe pas ailleurs. On est le seul pays d'Europe où ça existe, mais en même temps on a la formation la plus faible. C'est donc que l'argent s'évapore. Un mot sur la fiscalité. La réforme de la fiscalité, la remise à plat de la fiscalité. Le Premier ministre a sollicité certains partis politiques en disant participons tous à cette remise à plat. Est-ce que vous seriez prête? Est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce que vous réclamez le droit de participer à ce débat? Bien sûr, au nom des millions de Français que je représente. Mais M. Ayrault n'a pas cru bon de m'y inviter et le président de la République n'a pas cru bon de l'y obliger. Voilà. Probablement parce que nous gênons, parce que nous serions venus pour rappeler les promesses non tenues. Le président de la République avait promis un impôt sur les sociétés progressif, il ne l'a pas mis en œuvre. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, les PME, les PMI, les TPE voient peser sur elles 33% d'impôts, alors que les grandes entreprises du CAC 40 en payent 8%. Est-ce qu'une bonne remise à plat de la fiscalité, ce serait d'abord une baisse de l'impôt sur le revenu, une baisse de la fiscalité, de l'imposition en France? Bien sûr, oui. Mais pour baisser les impôts, encore faut-il s'échapper de la politique d'austérité imposée par l'Union européenne avec la complicité de nos dirigeants. Mais il faut faire, oui, vous avez raison, il faut faire des économies sur l'immigration, sur la fraude sociale, sur l'Union européenne qui nous coûte une fortune. Il y a sur la formation professionnelle, tiens, il y a beaucoup d'économies à faire en la rendant efficace. Mais ça, ce sont dans notre esprit ce que j'appelle les mauvaises dépenses de l'État. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État fait des économies sur les bonnes dépenses de l'État. Et il taille dans les services publics, il impose les ménages et les entreprises à un point que celles-ci n'arrivent plus à payer l'impôt. Et on voit l'illogisme quand même de cette situation. Il faut faire une fusion entre l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation. Il faut faire une fusion entre l'impôt sur les sociétés et la CET. Il y a beaucoup de pistes possibles. Mais surtout, il ne faut pas alourdir cette fiscalité. Or, toutes les pistes qui sont données par M. Ayrault consistent en réalité en un alourdissement de la fiscalité sur les classes moyennes et sur les PME, sur lesquelles déjà pèse l'immense majorité de l'effort fiscal. Alors, il y a eu des bons chiffres récemment. Alors, certains considèrent qu'ils sont encourageants. Une reprise de l'activité en France, 0,4 à 0,5. C'est ce que dit la Banque de France pour le quatrième trimestre. Oui, c'est comme ça. Je vous assure que... Alors, vous réjouissez pas? Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai une baisse de la production industrielle de moins 1,1 dans la zone euro. Un début d'inversion de la courbe du chômage, même si c'est un début. Non, et de moins 0,2% en France, une baisse de la consommation, une baisse de l'investissement. Donc, selon vous, les indicateurs que vous avez, vous, annoncent écoutez, je sais pas, une année 2014 pire que l'année 2013. Et les derniers éléments de réjouissance du gouvernement consistaient à se réjouir d'une baisse de 20 000 chômeurs de la catégorie A, en oubliant que A plus B plus C, c'était plus 39 000.
Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on va très mal. Et c'est tout à fait, entre guillemets, normal, puisque les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Tant qu'on reste dans le modèle économique qui est celui de la directive détachement des travailleurs, de la concurrence déloyale échevelée, de l'ouverture totale des frontières, du laisser-faire, laisser-passer, de l'austérité pour sauver l'euro, parce que les politiques d'austérité sont là pour sauver l'euro. Tant qu'on restera, tant qu'on ne rompra pas avec cela, eh bien, on continuera à voir le chômage augmenter. Alors, on essaye de limiter la casse avec les emplois aidés. Sur la directive détachement. Non, il n'y a pas. Non. Mais tout ça, c'est de l'enfumage. L'accord, il a consisté à dire, on va lutter contre la fraude. J'étais très inquiète, moi, parce que je pensais que la fraude, quand même, on luttait contre la fraude tout le temps. Ben non, j'apprends qu'on ne lutte pas contre la fraude. On s'est réunis pour lutter contre la fraude. Mais imaginons même qu'ils se mettent à lutter contre la fraude. On ne sait pas avec qui d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas le personnel. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, un salarié d'Europe de l'Est va être payé le SMIC comme un salarié français, sauf que les charges payées par l'entreprise seront 30 à 40% inférieures. Donc on crée une préférence étrangère sur le territoire français. On donne un avantage, on pousse en quelque sorte les entreprises à aller embaucher des travailleurs à bas coût au détriment des travailleurs français qui, eux, se retrouvent au chômage. C'est ce qui s'est passé chez GAD. Et ça, c'est une bombe à fragmentation sociale. C'est terrifiant. Et évidemment, les socialistes font mine d'avoir changé cela. Ils n'ont strictement rien changé au fond de cette directive. Vous parliez de GAD. À suivre, justement, le gouvernement au chevet de la Bretagne. Un pacte d'avenir de 2 milliards d'euros a été bouclé pour répondre à la colère des bonnets rouges, mais surtout à l'avalanche de restructuration et de plans sociaux dans l'agroalimentaire, les télécoms et l'automobile. Magali Lacroix, Stéphane Lopez. Jean-Marc Ayrault chez les Bretons vient signer un pacte à 2 milliards d'euros pour les secteurs en crise. Épaulé par sa garde rapprochée, le Premier ministre fait un pas vers la revendication première des Bretons. Nous avons besoin de régions fortes, de régions innovantes. La décentralisation en Bretagne sera à l'ordre du jour du Parlement en avril. Alors pour montrer sa bonne volonté, quand on veut, on peut. L'ancien maire de Nantes s'essaye aux Bretons et promet de relancer le débat sur la légalisation des langues régionales. C'est le début d'une nouvelle étape, parce que les Bretons, depuis 40 ans, ont montré qu'ils savaient faire face, qu'ils n'acceptaient pas le déclin, qu'ils avaient l'amour et la fierté de leur région. Pas sûr que quelques mots en breton suffiront à éteindre la fronde. Devant le Parlement de Bretagne, les bonnets rouges condamnent un pacte décidé à Paris. Les Bretonnes et les Bretons, ils ont envie de faire des propositions. Ici, ça vient d'en haut. Et comme ça vient d'en haut, ça passe pas. Alors pour mettre en avant leur autonomie, ils lancent eux-mêmes leurs états généraux. 40 comités rassembleront leurs revendications. Armor Luxe, made in Quimper. La version 2014 des bonnets rouges se veut plus structurée et déterminée à faire plier le gouvernement, notamment sur l'écotaxe. Le gouvernement a réussi à déminer la colère des bonnets rouges? Mais écoutez, le gouvernement essaye, encore une fois, d'effectuer un débat de diversion en allant offrir à M. Troadec un joujou, parce que M. Troadec est un séparatiste breton, bretonnant. Il n'y a qu'un malheur, c'est que moi je lui dénie toute légitimité pour représenter les revendications de ce qu'on a appelé les bonnets rouges, qui sont en réalité le peuple de ces petits entrepreneurs, de ces salariés qui sont victimes de l'euro et de la concurrence internationale déloyale. En quoi le fait d'imposer cette scandaleuse d'ailleurs charte des langues régionales et minoritaires va donner du boulot à ceux qui l'ont perdu à GAD. Vous pouvez me dire quoi, ils pourront pleurer en breton, c'est ça? Bon, c'est ridicule. 2 milliards d'euros. Mais ce sont des sommes qui étaient déjà allouées. Ils ont fait la même chose. Ils redistribuent des financements qui sont déjà débloqués. Ils ont fait la même chose en Lorraine. C'était une avance sur le projet de contrat État-région. Ils ont fait la même chose à Marseille. Je veux dire, il faut arrêter un petit peu de mentir aux gens. Ceux qui étaient à Quimper, qui ont manifesté, eux, ils ont dit des choses très claires. Ils ont dit l'euro est une monnaie trop chère, qui tue notre compétitivité. Nous sommes en concurrence déloyale avec des pays nous mènent une concurrence déloyale et ce sont des pays qui ne sont pas extra-européens, qui sont intra-européens. En l'occurrence, GAD, c'est l'Allemagne. Voilà. Et le gouvernement, celui-là et celui d'avant, n'ont apporté aucune réponse à cela. C'est ça la préoccupation des Bretons. Et pas seulement, de tous les autres Français, car dans
tous les domaines, Madame Roux. Les Français vivent cette concurrence internationale déloyale. C'est vrai dans l'agriculture, c'est vrai dans les légumes et les fruits, c'est vrai partout, partout, partout. Et alors, on leur lance un joujou, une babale derrière laquelle M. Troadec, qui ne représente que lui-même, va courir. Mais c'est scandaleux. C'est un terme, c'est une expression de mépris à l'égard des inquiétudes du peuple français auxquelles il n'est pas répondu. Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il y a eu une forme de traitement de faveur pour la Bretagne que vous déplorez? Mais non, il arrive avec son petit seau dès qu'il y a un incendie. Il y a un incendie à Marseille, hop, un petit seau, 2 milliards. Il y a un incendie en Bretagne, hop, un petit seau, 4 milliards. Il y a un incendie en Lorraine, hop, un petit seau, quelques milliards. Voilà. Mais tout ça, ce sont des promesses qui sont des promesses en l'air ou qui sont des promesses qui ont déjà été faites et des financements qui ont déjà été débloqués. Donc c'est du vent, c'est du mensonge, c'est du cynisme, c'est ça le plus critiquable. Est-ce que le climat reste le même? Fin novembre, on croyait la coagulation de ces mouvements de colère liés à un ras-le-bol fiscal des patrons, des artisans, des Bretons. Est-ce que vous considérez que le climat reste le même ou que le gouvernement, avec son petit seau, comme vous dites, a quand même réussi à apaiser le climat dans le pays? Non, non. Et évidemment, il ne l'a pas apaisé pour une raison simple, c'est qu'encore une fois, il ne répond pas aux préoccupations des Français. Eh bien, les Français vont se rappeler à eux. Et ils vont se rappeler à eux aux municipales et aux européennes. Et ils pourront aux européennes dire ce qu'ils pensent de l'Europe qu'ils ont construite, de cette coproduction UMPS qui aujourd'hui est à l'origine du désastre économique et social que nous vivons. Qu'est-ce que vous répondez aux élus de l'UMP notamment qui disent au fond il va y avoir des triangulaires et c'est une chance pour le Parti socialiste? Il y a même certains socialistes d'ailleurs qui ont fait un argument avant ces élections en disant ça va plutôt bien se passer pour la gauche grâce au Front National car il y aura des triangulaires qui vont favoriser le Parti socialiste. Qu'est-ce que vous répondez à cela? J'attends avec impatience de voir ce que vont faire ces candidats UMP et PS lorsque le Front National sera arrivé en tête et qu'on sera dans le cadre d'une triangulaire. J'attends avec impatience de voir s'ils ne vont pas appeler à voter les uns pour les autres, comme ils l'ont fait à Brignoles, avec, il faut bien le dire, un certain échec. Mais ce qui démontrera qu'ils se battent, ils font mine de se battre sur les estrades ou à l'Assemblée, mais qu'en réalité, dès qu'ils sont en difficulté, ils arrivent quand même à sauver la mise l'un l'autre, toujours. Est-ce que vous avez un objectif chiffré? Pourquoi vous refusez de donner un objectif chiffré? Parce que je ne sais pas ce que les Français vont décider, parce que je pense qu'il y aura énormément de triangulaires, probablement d'ailleurs aussi des quadrangulaires, et que par conséquent, il est très difficile de savoir quels seront les résultats de ces élections municipales. Donc ma réponse, c'est combien est-ce que j'espère de villes? Le plus possible. Je vais vous montrer une image, c'est Florian Philippot qui est en campagne et qui utilise une croix de Lorraine qu'il a mixée avec la flamme du Front National. Je crois qu'on va la voir. Est-ce que ça vous dérange? Alors ça dérange les gaullistes qui sont scandalisés par cette association. Est-ce que ça vous dérange? Enfin, écoutez, il est candidat à Forbach. Bon, par conséquent, il dit qu'il est gaulliste, qu'il utilise une croix de Lorraine, qu'il utilise une croix de Lorraine dans sa municipale de Forbach, je pense que personne ne va s'en étonner. Il est gaulliste, il le dit. Bon, ben voilà, il a le droit de l'être. On a le droit d'être gaulliste au Front National. Il dit le Front National est un parti gaulliste. Non, c'est pas. Non, le Front National est un parti qui partage la vision gaullienne, une vision gaullienne de la France, c'est-à-dire une France souveraine. Ce qui est aujourd'hui, hélas, un souvenir, car grâce à l'action conjuguée de l'UMP et du PS, la France n'est plus souveraine. C'est-à-dire que les Français votent, mais la réalité, c'est qu'ils ne peuvent plus décider de leur politique d'immigration, ils ne peuvent plus décider de leurs lois, puisque les directives européennes sont supérieures en autorité, ils ne peuvent plus décider de leur monnaie, ils ne peuvent plus décider de leur budget, ils ne peuvent plus décider de leur politique économique. Voilà, ils ne peuvent plus décider de rien. Merci, encore une fois, l'UMPS. Eh bien, c'est tout cela qu'il faut récupérer, toutes ces souverainetés que nous récupérerons ensemble avec les Français qui le veulent, lors notamment des élections européennes. Allez, à suivre notre dossier, les ambitions européennes de Marine Le Pen. Votre rêve, conduire un groupe de députés europhobes et nationalistes au Parlement européen. Alors pour cela, une autre campagne se joue en coulisses auprès des responsables de partis d'extrême droite européens, dont le FPE autrichien, Margot Chouraki et Pierre europhobe, nationaliste. Marine Le Pen est une femme de poigne. Elle pourrait devenir la dame de fer de France, comme l'a été Margaret Thatcher en Grande-Bretagne.
Elle incarne une rupture qui s'opère au sein de tous les partis patriotiques d'extrême droite européens. Comme Heinz Christian Strache, ici en Autriche, qui est un leader plus jeune à la tête d'un parti rajeuni. C'est la même chose en France avec ce changement de génération. C'est un nouveau style, une politique qui n'est plus seulement tournée vers le passé, vers l'histoire, mais vers l'avenir. Nous sommes des partis qui se battent pour l'identité de nos peuples, de nos États, pour l'identité culturelle et nationale. C'est pourquoi nous sommes contre l'islamisation, et c'est le plus important. L'heure est donc venue de faire une alliance patriotique de partis libres. Il y aura le Front National de Jean-Marie, non, de Marine Le Pen, à coup sûr le parti le plus grand, le plus victorieux des partis de droite en Europe. Nous aussi, au FPO, on y sera, même si l'Autriche est un petit pays, nous sommes un parti qui réussit très bien. Sans mentir, on peut même dire qu'on est le premier parti d'Autriche. Et puis la Ligue du Nord en Italie, qui est en train d'élire un nouveau chef qui mettra bientôt fin à la crise interne du parti, le Vlaams Belang en Belgique, les démocrates suédois et enfin le PVV de Wilders aux Pays-Bas qui est aussi très puissant. Et pourquoi vous ne faites pas d'alliance avec le Jobbik en Hongrie ou avec Obdoré en Grèce? Dans certains partis, on a l'impression qu'il y a un vieux ressentiment antisémite et un discours violent. Quand il y a de l'antisémitisme et un discours violent, on refuse de coopérer. Alors, est-ce que c'est vraiment votre mission, conduire un groupe de députés, donc avec ces personnes qu'on vient de voir? Est-ce que vous avez une chance d'y parvenir? Il vous faut combien de députés? Il faut 25 députés et 7 nationalités différentes. Je pense que nous y parviendrons. J'ai beaucoup d'espoir, nous avons beaucoup travaillé et nous allons être un véritable groupe politique, pas seulement un groupe technique qui se met ensemble pour obtenir certains avantages. Nous allons être une grande force politique. D'ailleurs, nos adversaires au Parlement européen ont les plus grandes craintes sur la capacité que nous aurons à arriver nombreux et à pouvoir influer sur la politique qui est menée au niveau du Parlement européen, bien entendu. Et pourquoi ce serait vous qui prendriez la tête de ce groupe-là? C'est pas encore acté? Ça n'est pas du tout acté. Ça, ce genre de discussion qui interviendra après les élections européennes. Mais c'est vrai que la France envoie le plus grand nombre de députés européens, car c'est un grand pays. Et par conséquent, avec 20% en France, vous arrivez avec beaucoup plus de députés que 20% aux Pays-Bas ou 20% en Autriche. Alors comment vous avez choisi les partis avec lesquels vous souhaitez faire alliance, faire cause commune, et ceux que vous avez exclus, on le disait, Obdoré notamment? D'abord parce qu'il y a un certain nombre de mouvements que nous connaissons depuis longtemps. Les dirigeants se fréquentent, ils se connaissent, ils travaillent ensemble. Nous avons travaillé ensemble, nous sommes dans des relations de confiance. C'est le cas avec le Vlaams Belang, c'est le cas avec les démocrates suédois, c'est le cas avec le FPO autrichien. Et donc nous nous connaissons bien, nous savons quels sont les points communs que nous avons. Nous partageons cette idée de retour des souverainetés nationales. Nous partageons évidemment les plus vives critiques à l'égard du fonctionnement de l'Union européenne que nous considérons comme profondément antidémocratique. Et que vous pourrez changer de l'intérieur? Bien sûr, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour changer cela et pour bloquer, si vous voulez, toutes les directives qui aggravent la situation, qui vont à l'encontre. Surtout, nous allons, je crois, profiter de cette élection pour réclamer un référendum. Il n'y a aucune raison que les Français se soient vus imposer une constitution européenne qu'ils avaient rejetée, qu'ils ne soient jamais interrogés sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils contestent dans l'Union européenne ou ce qu'ils désirent dans l'Union européenne. On construit l'Union européenne sans eux, contre leur volonté. Et il faut à tout prix obtenir, et nous l'obtiendrons, plus nous serons puissants, forts, plus nos résultats seront forts, plus nous pourrons obtenir ce référendum. Alors Mario Draghi, le patron de la BCE dans le JDD aujourd'hui, dit qu'il craint une vague nationaliste, populiste, c'est selon, et que ça pèserait sur l'euro, sur le fonctionnement de l'euro. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, Dieu merci, c'est exactement ce que nos électeurs veulent. Ils veulent exactement que nous pesions justement sur les politiques qui sont menées par l'Union européenne, que nous empêchions les mauvaises politiques d'être appliquées et que nous fassions reculer ce monstre. Ça ouvrirait une phase d'instabilité, vous le savez.
savez bien. monstre supranational, oui, mais ça c'est ce qu'ils disent dès qu'ils sont en difficulté, dès qu'ils se rendent compte que le peuple, que ça va se voir, que les peuples européens sont contre ce qu'ils sont en train de faire, ils disent oh là là, ça va être l'instabilité. Eh bien, ce sera l'instabilité, leur instabilité, l'instabilité des grandes multinationales, des grandes banques, de ceux qui se partagent le pouvoir contre la volonté des peuples. Oui, nous allons faire entrer à nouveau les peuples européens au Parlement. Nous allons leur rendre la parole. Et croyez-moi ça, les messieurs comme Monsieur Draghi, ça doit beaucoup les déranger. Donc en gros, vous défendez l'instabilité. Donc après les européennes, ça veut dire que ça va tanguer, c'est ça que vous dites ? Évidemment, mais madame, c'est la défendez. grande stabilité dans l'Union européenne. PSE, le Parti socialiste européen, et le PPE auquel appartient l'UMP, c'est-à-dire la droite et la gauche, sont comme ça. Ah, ça, c'est la stabilité. Ça, depuis 15 ans, il n'y a pas de problème, hein, c'est stable. Mais c'est stable, mais qui en paye les pots cassés? Mais vous pensez que les Français, les Européens, ils ont envie des directives d'instabilité sont votées main dans la main entre l'UMP et le PS. C'est ça leur stabilité? Mais moi, je ne veux pas de cette stabilité-là. Et les Français n'en veulent pas. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'ils vont exprimer lors des élections européennes. Comment ça se traduit, l'instabilité dont vous parlez? Mais Comment ça va se traduire? Eh ben, ça va se traduire simplement. Ça veut dire que dans le cadre de ce bel hémicycle, eh bien, les directives qui nuisent aux intérêts des Français et qui nuisent aux intérêts des peuples européens ne seront pas votées, dis donc. Vous les bloquez? On les bloquera. Incroyable. De l'Europe de l'intérieur. Superbe, on va revoir à nouveau la démocratie dans cet instant. Vous avez un exemple concret à nous donner d'un texte qui aurait été bloqué? Mais 1000, regardez, on vient de bloquer le rapport Estrella, qui est le rapport qui voulait nous imposer la théorie du genre, avec toute une série de dingueries à l'intérieur. Ben, vous voyez, celle-là, elle a été bloquée à 7 voix. Alors vous imaginez, si nous arrivons avec des dizaines et des dizaines de députés européens qui vont défendre la nation, qui vont défendre la souveraineté, qui vont défendre l'intérêt des peuples, ce que ça va pouvoir avoir comme conséquence, c'est très important. C'est même historique. On peut être face à un virage absolument historique de cette mauvaise construction européenne. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde, tous les Français aillent voter. Je vous ai posé la question tout à l'heure sur ceux avec lesquels vous souhaitez, vous alliez travailler et ceux que vous avez exclus. Est-ce que les partis auprès desquels vous allez vous afficher, vous considérez qu'ils sont tous fréquentables? On a souligné pendant toute la durée de l'émission le travail que vous avez fait pour donner des gages de crédibilité, etc. Mais bien sûr que oui, sinon nous ne les prendrions pas dans notre groupe. Ça correspond aux idées que vous défendez en France. Oui, bien sûr, sauf que nous sommes, encore une fois, nous avons les mêmes idées sur l'Union européenne. Après, chacun... Oui, non, mais si nous sommes souverains, par définition, nous le sommes quand même à chaque pays, le soin de déterminer qu'est-ce qui est bon pour eux. Ça veut dire que dans certains pays, ils vont vouloir, par exemple, une politique économique plus libérale, dans d'autres, moins libérale. Ça, c'est la liberté de chaque peuple de décider pour soi. Et nous n'allons donc pas imposer un modèle commun à tous. C'est exactement ce que nous contestons. Vous connaissez Bastien Hugues, il a écouté attentivement l'émission et il relaie les questions des téléspectateurs. Bonjour Marine Le Pen, on a reçu beaucoup de commentaires pour vous aujourd'hui sur France TV Info, notamment quand en début d'émission vous avez déclaré, je cite, en avoir marre de ces émissions télé qui se penchent sur les quartiers difficiles et jamais sur les campagnes. C'est une phrase qui a provoqué beaucoup de réactions. Écoutez cette remarque d'un internaute, vous êtes l'hôpital qui se moque de la charité. Si on vous en parle autant, n'est-ce pas parce que votre parti a toujours pointé systématiquement du doigt les problèmes liés aux banlieues et à l'immigration plutôt que les problèmes liés aux campagnes? Mais c'est totalement faux, puisque j'ai fait moi-même la tournée des oubliés. Justement, j'ai pris la peine, alors que chacun essayait de faire du clientélisme en allant, encore une fois, au chevet de telle ou telle partie de la population dans un but clairement électoraliste. Hein. Je vais vous dire, je me fais aucune illusion. Justement, j'ai fait la tournée des oubliés. Je suis allé dans les campagnes, je suis allé dans les villages de France pour montrer les conséquences de la politique qui était menée et dire, vous voyez, ici aussi, il y a des gens malheureux. Ici aussi, alors ils brûlent pas de voiture, c'est vrai. Ils tombent pas dans la délinquance, c'est vrai. Ils prennent leur situation avec beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, trop de patience. La question, c'est qu'on vous a plus entendu parler d'immigration que d'agriculture. Mais c'est faux, ce que vous dites est totalement faux, mais il y a un énorme problème d'immigration et un énorme problème d'agriculture. Eh bien, je parlerai de toutes les difficultés qui sont celles du pays, mais en tout cas, je n'arrêterai pas de parler d'immigration parce que c'est un vrai problème, l'immigration et l'insécurité, dont nous n'avons pas parlé ce soir, alors qu'elle est
évidemment un sujet de préoccupation des Français. Sur l'immigration, justement, encore une deuxième question sur France TV Info. Vous réjouissez-vous d'entendre l'UMP vouloir réformer l'aide médicale d'État, le RSA, le regroupement familial ou l'espace Schengen? Comment expliquez-vous qu'il ne l'ait pas fait plus tôt? Voilà, c'est à eux qu'il faut poser la question. Pour une raison simple, c'est que ce sont des gens complètement insincères. À chaque fois que s'approche des élections, ils viennent dire tout ce qu'il faut faire, mais à chaque fois qu'ils sont au pouvoir, ils ne le font jamais. Ils font même exactement l'inverse. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a été battu, et c'est la raison pour laquelle, Dieu merci, il ne profite pas de l'effondrement du Parti socialiste, parce que je crois que les Français ont compris maintenant ce que vaut l'UMP, et ont compris que c'est pas l'UMP qui changera la politique d'immigration dans notre pays. On poursuit avec une question sur la Centrafrique postée sur France TV Info. Pourquoi le président d'honneur de votre parti critique-t-il l'intervention française en Centrafrique alors que son parti la soutient? Qui de Marine ou de Jean-Marie doit-on écouter? Il a dû exprimer des positions un peu plus nuancées, c'est son droit d'ailleurs, nous ne sommes pas une secte, hein. Et par conséquent chacun a le droit d'avoir sa sensibilité. Je crois qu'il est inquiet sur la longueur de cette intervention. Il dit que c'est un bourbier. Voilà, et il est inquiet, et nous le sommes à chaque fois que nous intervenons à l'étranger d'ailleurs, hein. Nous sommes toujours inquiets sur la transformation de ces interventions qui sont toujours censées être rapides en des interventions qui durent, qui s'étalent dans le temps, d'autant plus que le budget de la défense ne cessant d'être abaissé, eh bien la réalité c'est que nous n'avons plus les moyens de ces interventions à l'étranger. Moi je pense qu'il faut y aller, mais encore une fois avec un cahier des charges très clair. Ce qui est inquiétant dans l'intervention effectuée par François Hollande, c'est que c'est très flou. On ne sait pas jusqu'à quand nous allons rester, on ne sait même pas quel est le but de cette intervention. Je pense que le but, c'est quand même de transférer le plus vite possible la responsabilité aux forces africaines et d'exiger peut-être de ceux qui nous ont demandé d'intervenir l'organisation le plus rapidement possible d'élections, en ayant désarmé, évidemment, les ex-rebelles. Allez, très vite, une dernière question. Oui, elle vous est posée sur France5.fr. Si vous êtes au pouvoir en 2017, envisagez-vous de proposer des ministères à des personnes extérieures au Front National ou au Rassemblement Bleu Marine? Estimez-vous, par exemple, qu'une personne comme Arnaud Montebourg, au vu de ses prises de position antimondialistes, pourrait y avoir sa place? Écoutez, moi, je suis pas pour faire l'ouverture à gauche. C'est bon, Nicolas Sarkozy l'a faite. On a vu ce que ça a donné. Bon, maintenant, il y a des patriotes à gauche, c'est vrai. Et si ils ont des compétences, eh bien, ils peuvent nous rejoindre et ils peuvent trouver leur place. Vous avez un nom en tête? Et ils peuvent trouver leur place dans un gouvernement. Vous savez, il y a un certain nombre d'économistes qui sont soi-disant de gauche et qui, en réalité, sont des économistes patriotes qui sont classés à gauche, qui pourraient demain, après tout, peut-être avoir des responsabilités dans un gouvernement de Rassemblement Bleu Marine. Pourquoi pas? Merci beaucoup, mais Bastien. Montebourg, s'il était vraiment sincère, il quitterait le PS. Bon. Et pour vous rejoindre? Peut-être, oui. Pourquoi pas? Ouais, la main tendue de Marine Le Pen à Arnaud Montebourg. Allez, on va passer au fauteuil d'actualité de la semaine. On verra. Écoutez, en tout cas, ça c'est un vrai sujet. François Hollande ne se rendra pas, y compris Laurent Fabius n'ira pas non plus au JO de Sochi. En 2014, est-ce que cette décision, vous la trouvez normale, étant donné les violations des droits de l'homme qui sont dénoncées ici ou là, et certains chefs d'État étrangers ont décidé de boycotter également cette manifestation sportive? Est-ce que vous le contestez? Monsieur Sarkozy n'était pas allé non plus à l'ouverture des Jeux Olympiques. C'est pas une obligation, hein, c'est pas une tradition mondiale que l'ensemble des dirigeants aillent à l'ouverture des Jeux Olympiques. Donc il a raison de ne pas y aller? Je trouverais ça étonnant si c'est pour ces raisons-là. Oui. Je trouverais ça étonnant parce que il me semble, moi, que M. Hollande et M. Fabius passent leur vie à cirer les pompes des Qataris ou des Saoudiens, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en matière d'homosexualité, voyez-vous, ils sont pas au top des droits de l'homme, voyez. Parce que s'il y a bien des deux pays dans lesquels les homosexuels sont persécutés, c'est bien en Arabie Saoudite et au Qatar. Donc je trouverais ça, là, pour le coup, assez contradictoire. Je vous montre une dernière image, il nous reste 25 secondes. Ce qui n'est pas le cas en Russie, Sarkozy, je vous signale quand même. Voilà, ce sera le mot de la fin. Nicolas Sarkozy et François Hollande se sont vus cette semaine aux obsèques de Nelson Mandela. C'est la tête d'affiche de la prochaine présidentielle. C'est la continuité, surtout. La continuité de l'ancien au nouveau, sans aucun changement de politique. Quant au retour de Nicolas Sarkozy, moi j'ai les plus grands doutes. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été notre invitée. C'est la fin de cette émission. Passez de très belles fêtes. Je vous retrouve le 12 janvier. Bonne soirée sur France 5.
Le débat politique est aussi sur France5.fr.